Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau Paris Direct à la une de l'actualité de ce jeudi. L'émotion et la colère après ce nouveau drame dans la Manche. Au moins 27 migrants sont morts lors du naufrage de leur embarcation non loin de Calais. 2 personnes ont été sauvées, elles sont actuellement hospitalisées. Emmanuel Macron et Boris Johnson se disent prêts à intensifier leurs efforts conjoints pour empêcher de telles tragédies. Aux États-Unis, le verdict est tombé. 3 hommes ont été reconnus coupables du meurtre du jogger afro-américain Ahmaud Arbery. Le jeune homme avait été poursuivi puis abattu en février 2020. Un jour salué comme historique par son père. La vie des Noirs compte, a-t-il déclaré. Nous ferons le point dans un instant avec notre correspondant à Washington, Mathieu Mabin. Bonjour Mathieu et à tout de suite. Et à l'occasion de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, France 24 se mobilise. Selon le collectif Nous Toutes, chaque année, 94 000 femmes sont victimes de violences sexuelles. Nos reporters se sont rendus à Lyon pour le festival Brisons le silence, un rendez-vous annuel incontournable qui permet de libérer la parole et de rendre visibles les violences. Reportage à suivre donc dans ce journal. Et après le journal, nous prendrons la direction de l'Inde à la découverte de Darjeeling. Cette ville, située au nord du pays, est bâtie sur les contreforts de l'Himalaya à plus de 2000 mètres d'altitude. Et c'est ici, vous le voyez, qu'est cultivé le thé, des plantations à perte de vue, un thé récolté à la main dans un décor impressionnant. Et vous verrez tout ça dans 15 minutes. D'abord, c'est le journal. Ils voulaient rejoindre l'Angleterre en traversant la Manche, mais l'embarcation de fortune de ces migrants n'aura pas résisté. Au moins 27 d'entre eux sont décédés. 2 rescapés se trouvent à l'hôpital. Ce drame est le plus meurtrier depuis l'envolée en 2018 des traversées migratoires de la Manche. Sur le port de Calais, un dispositif exceptionnel de sauvetage, forces de l'ordre et secours mobilisés en vain. Le naufrage est le plus meurtrier de l'histoire dans la Manche. Aujourd'hui, c'est un drame humain auquel j'assiste et voilà, je pensais avoir vu beaucoup de choses en matière de difficultés migratoires et non. Les secours ont transporté le corps des victimes et conduit les blessés à l'hôpital. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'est rendu sur place dans la soirée. Les premiers responsables de cette ignoble situation sont les passeurs, c'est-à-dire des criminels qui, pour quelques milliers d'euros, organisent des traites d'êtres humains. Au même moment, de nombreux Calaisiens et membres d'associations se sont réunis sur le port. 30 personnes d'un coup, c'est jamais arrivé en fait, c'est horrible, c'est horrible. C'est-à-dire qu'en entendant ça, je me dis, c'est peut-être des gens que j'ai croisés dans la rue hier parce qu'ils traversent la ville. On ne les connaît pas, mais voilà, 30 personnes sur une embarcation, c'est énorme. Pour le moment, 4 passeurs suspectés d'avoir organisé le voyage des migrants vers l'Angleterre ont été interpellés par les forces de l'ordre. La France ne laissera pas la Manche devenir un cimetière, a réagi le président français. Une réunion d'urgence aura lieu ce matin avec le ministre français Jean Castex et 8 de ses ministres. Emmanuel Macron et Boris Johnson se sont parlé au téléphone. Ils se sont mis d'accord sur l'urgence d'intensifier leur lutte commune pour empêcher ces traversées mortelles. Je vous propose d'écouter Boris Johnson. Il faut évidemment que l'on travaille avec nos amis français, avec nos partenaires européens. Et je le dis à nos partenaires de l'autre côté de la Manche, maintenant, il est temps que nous travaillions ensemble et que nous fassions tout ce que nous pouvons pour briser ces gangs qui ont du sang sur les mains, au sens propre. Et notre envoyé spécial à Calais, Jonathan Walsh, a pu interviewer Juliette Delaplace, chargée de mission migrants au Secours catholique. Voici son témoignage. Tout d'abord, je tiens à dire que pour chaque décès, nous sommes effondrés vraiment. Chaque décès, c'est une personne avec ses rêves, ses espoirs, son parcours singulier qui disparaît. Alors voilà, ce soir, nos pensées vont avant tout vers ces personnes et vers leurs proches. Mais ce qu'il faut dire, c'est que depuis les années 99, il y a eu plus de 340 décès à la frontière. Depuis le mois de septembre, ce sont 5 personnes qui sont décédées à la frontière et 6 disparues. Pour être transparente, ce matin encore, on était à l'enterrement de Abdallah, qui est décédé dans un naufrage le 4 novembre dernier. Donc la mort ici à la frontière, elle est vraiment présente tout le temps.
elle est vraiment conséquence des politiques migratoires qui sont menées ici par le gouvernement. Elles sont conséquences du renforcement de la frontière. Ce drame intervient quelques jours à peine après le fait que Gérald Darmanin annonce déployer 11 millions supplémentaires pour le contrôle de la frontière. On sait les conséquences de ces millions. C'est que les gens vont prendre des risques encore plus importants pour échapper au contrôle. Et puis, il y a les conséquences aussi de la lutte contre la présence des personnes exilées. Il y a eu près de 1000 expulsions de campements en 2020. 1000 expulsions de campements, il y a 365 jours dans une année. Ça dit le harcèlement dont sont victimes les personnes, et ça dit du coup l'urgence dans laquelle elles se trouvent de partir à tout prix. Aux États-Unis, les 3 hommes accusés d'avoir tué Ahmaud Arbery ont été reconnus coupables de son meurtre. Le jeune homme afro-américain était en train de faire son jogging quand il a été poursuivi par ces 3 personnes, puis abattu. C'était en février 2020 dans l'État de Géorgie. Le président Joe Biden a salué le verdict, mais il a reconnu que beaucoup de travail restait à faire avant de parvenir à l'égalité. Un soulagement pour les parents d'Ahmaud Arbery. Écoutez. I never thought this day would come. But God is good. Yes, He is. And I just want to tell everybody thank you for those who marched, those who prayed, most of all the ones who prayed. This history today, letting you know that black kid life does matter. We don't want to see nobody go through this. I don't want to see no daddy watch their kid get less than shot down like that. Et pour en parler, nous retrouvons notre correspondant à Washington, Mathieu Mabin. Mathieu, bonjour. Mathieu, vous avez rencontré la mère d'Ahmaud Arbery. C'est elle qui s'est battue pour que ce procès ait lieu. Oui, et c'est d'ailleurs littéralement l'un des aspects bouleversants de ce procès. C'est bel et bien le combat d'une mère pour la mémoire de son fils qui s'est achevé ce 24 novembre. L'opinion américaine l'avait presque oublié, mais l'histoire d'Ahmaud Arbery est antérieure à celle de George Floyd et a bien failli disparaître pourtant dans l'oubli. Gregory McMichael, l'un des 3 condamnés que vous avez évoqués, le père du tireur, lui aussi condamné, est un ancien policier qui connaissait bien les arcanes de la justice de Brunswick, là où s'est déroulé le drame en Géorgie, pour avoir interagi avec les magistrats du comté pendant plusieurs décennies et dans le cadre de ses anciennes fonctions. Et donc, avant de mener une bataille judiciaire et de voir la tenue d'un procès, cette femme que vous venez d'entendre a dû se battre pour qu'il ait lieu tout simplement ce procès. 2 magistrats s'y sont opposés et ont souhaité classer l'affaire sans suite au nom de la légitime défense et de la confiance qu'ils avaient en cet ancien policier. Il aura fallu la sortie de la vidéo que vous avez vue et plus tard l'affaire George Floyd qui a donné un vrai écho pour donner un véritable écho à cet assassinat. C'est d'ailleurs ce qui explique que le procès dont nous parlons s'est tenu bien après le procès George Floyd, alors que le crime, lui, est antérieur. Il s'en est donc fallu de peu, et cela nous éclaire sur les failles de la justice américaine pour que le nom et l'histoire d'Ahmaud Arbery disparaissent dans l'oubli, sans que jamais justice ne lui soit rendue. Ce qui conduit aujourd'hui la famille d'Ahmaud Arbery à une question: combien de jeunes Afro-Américains n'ont jamais eu le droit à un procès équitable au cours des décennies écoulées? Cette question, la mère d'Ahmaud nous l'a juré, elle la fera résonner encore et encore jusqu'à son dernier souffle. Mathieu, ce procès marque-t-il un tournant dans l'impunité des crimes racistes ? Oui, on l'a dit, cette affaire est l'autre affaire George Floyd, mais bien sûr la mobilisation des 2 dernières années, l'écho du mouvement Black Lives Matter, tous ces bouleversements ont fait bouger les lignes, c'est certain. Il y a encore quelques mois, la Géorgie autorisait ses citoyens à s'improviser auxiliaires de police, pouvant procéder à des interpellations, pouvant utiliser des armes au nom de la loi. C'est précisément ce que ces 3 accusés ont cru faire ce jour-là, servir la loi. Depuis, la législation géorgienne a été modifié, le texte a disparu et remplacé même par une législation sur les crimes de haine. Rien de tout cela n'aurait été possible sans le ras-le-bol exprimé collectivement par la communauté afro-américaine et la mobilisation nationale qu'elle a suscitée. Et donc, pour répondre directement à votre question, les législations des États restent souvent fragiles face aux crimes racistes, mais ce 24 novembre, 3 hommes blancs, dont un ancien policier, ont été condamnés pour le meurtre d'un jeune homme noir. Mais à peu près tous les juges de l'État de Géorgie s'accordent aujourd'hui à dire que si ce cas avait été jugé il y a 5 ans, les 3 hommes seraient probablement ressortis libres du tribunal. Merci Mathieu, en direct de Washington.
En Allemagne, le Covid-19 continue de faire des ravages. Le pays a dépassé les 100 000 morts en 24 heures. Il a enregistré un nouveau record de cas de contamination, près de 76 000. Un défi de taille attend le nouveau gouvernement qui s'apprête à rentrer en fonction. En attendant et pour tenter d'éviter un nouveau confinement, de nouvelles restrictions sanitaires sont entrées en vigueur. On voit ça avec nos correspondants à Berlin, Anne Maillet, Nick Spicer et Raphaël Communis. La pandémie n'a pas épargné cette PME berlinoise spécialisée dans la fabrication de jeux de cordage. 2 employés ont été emportés par le Covid l'année dernière avant le lancement de la campagne de vaccination. Un traumatisme pour les 130 salariés de cette entreprise et le patron qui salue les nouvelles restrictions. Nous sommes désormais autorisés à leur demander leur statut sanitaire. Ils peuvent refuser de nous dire s'ils sont vaccinés ou pas. Mais dans ce cas, ils sont tenus de nous présenter quotidiennement un test négatif. Sans test, pas de travail pour la dizaine de non-vaccinés présents sur le site, mais un soulagement pour les autres employés. C'est plus sûr comme ça. Ce n'est peut-être pas très agréable pour ceux qui ne sont pas vaccinés et qui doivent se faire tester tous les jours, mais on ne peut plus faire autrement pour endiguer la pandémie. Vaccinés, guéris ou testés, le pass sanitaire est également exigé dans les transports en commun depuis mercredi. Le nombre de contaminations en Allemagne n'a jamais été aussi élevé. Devant les centres de dépistage, les files d'attente se rallongent. C'est plus sûr comme ça. Ce n'est peut-être pas très agréable pour ceux qui ne sont pas vaccinés et qui doivent se faire tester tous les jours. Mais on ne peut plus faire autrement pour endiguer la pandémie. De nouvelles restrictions sans garantie aucune. Un nouveau confinement général n'est pas exclu en Allemagne. En France aussi, le nombre de cas augmente rapidement. Plus de 32 000 ont été comptabilisés mercredi. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, s'exprimera à la mi-journée pour présenter de nouvelles mesures destinées à faire face à cette 5e vague. À l'occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, France 24 se mobilise à travers des invités, des débats, des reportages tout au long de la journée. Selon nous toutes, chaque année, 94 000 femmes sont victimes de violences sexuelles. 70% des plaintes seraient classées sans suite. Nos reporters Mondi Eshmati et Alexandra Renard se sont rendus à Lyon pour le festival Brisons le silence, un rendez-vous annuel incontournable qui permet de libérer la parole et de rendre visibles ces violences. Bonjour. Du coup, c'est un stand à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre les violences faites aux femmes. Vous êtes en quelle classe, vous? En seconde. D'accord. Vous étiez dans une situation où vous étiez en victime de violence? Ouais. Il n'a plus le droit de m'approcher. D'accord. Ce qui est important, c'est de ne pas rester seul. Filaction, c'est la seule association en France à lutter contre les violences sexistes et conjugales en utilisant uniquement l'événementiel et la culture. Partie du constat que le silence sur ces violences tue, cette association lyonnaise a décidé de mener des actions visibles, publiques. L'objectif, c'est d'impulser une prise de conscience collective. On a le violentomètre, qui est un outil qui permet de se situer dans la relation de couple qu'on a. Et du coup, ça a bien fonctionné. Ce n'est pas des gens qui seraient venus parce qu'il y avait une exposition, parce qu'il y avait une manifestation. Mais c'est des gens qu'on a captés comme ça, en allant à leur rencontre. Les violences conjugales touchent tout le monde, toutes les cultures, tous les âges, toutes les catégories sociales. En France, c'est une femme sur 10 qui en est victime, 1 sur 3 qui en décède tous les 3 jours. C'est pourquoi le festival Brisons le silence multiplie chaque année des ateliers d'expression corporelle, des films, des théâtres, des documentaires pour qu'éclate au grand jour ce grand tabou criminel. Lise Lopez, 15 ans, 1m60. Va falloir que tu t'accroches. Championne de France. Regarde l'effet que tu me fais. Ça remue. Il y a des scènes qui sont malaisantes. Moi, je sais qu'il y a des moments, j'ai fermé les yeux. C'est une mineure isolée, qui est toute seule, en fait, qui est abandonnée. Il n'y a pas d'adulte. Il y a un adulte, mais le seul adulte qui est là et qui l'encadre, au final, va abuser de son ascendant, de son pouvoir sur elle et d'elle. Voilà, tout court. Je suis président de clubs handisport, de clubs sportifs. Et c'est vrai que ça met beaucoup de choses en cause. C'est-à-dire qu'effectivement, nous, dans les clubs, il faut qu'on se responsabilise.
et peut-être déjà éveillé, je ne sais pas à partir de quel âge, je veux dire, tu vas être mis en confiance avec quelqu'un, mais attention, tu as le droit de dire non ou te poser les questions. T'as parlé à quelqu'un? Qu'est-ce qui s'est passé? En Europe, une femme sur 3 a subi au moins une forme de violence physique ou sexuelle dès 15 ans. Et si vous êtes victime de violences ou si vous connaissez dans votre entourage des femmes qui le sont, n'hésitez pas à appeler le 39 19. Ce numéro est gratuit et il est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. On fait tout de suite un point sur les titres qui dominent l'actualité de ce jeudi. L'émotion et la colère après ce nouveau drame dans la Manche. Au moins 27 migrants sont morts lors du naufrage de leur embarcation non loin de Calais. 2 personnes ont été sauvées. Elles sont actuellement hospitalisées. Emmanuel Macron et Boris Johnson se disent prêts à intensifier leurs efforts conjoints pour empêcher de telles tragédies. Aux États-Unis, le verdict est tombé. 3 hommes ont été reconnus coupables du meurtre du jogger afro-américain Ahmaud Arbery. Le jeune homme avait été poursuivi puis abattu en février 2020. Un jour salué comme historique par son père, la vie des Noirs compte, a-t-il déclaré. Direction l'Inde, à présent, nous partons ce matin à la découverte de Darjeeling. Cette ville, située au nord du pays, est bâtie sur les contreforts de l'Himalaya à plus de 2000 mètres d'altitude. C'est ici qu'est cultivé le thé, des plantations à perte de vue, un thé récolté à la main dans un décor impressionnant. C'est un reportage d'Angélique Forger, Ulysse Caillou et Marc Boyer. Bâti le long des crêtes, sur les contreforts de l'Himalaya, Darjeeling, cité au nom mythique, surgit à plus de 2000 mètres d'altitude. La ville est entourée de plantations de thé. C'est à elle qu'elle doit sa renommée. Venez ici. Il y a plein de feuilles par là. Sur ces pentes escarpées, de mars à novembre, ces femmes récoltent des feuilles qui produiront du thé de Darjeeling. Un travail qui ne se fait qu'à la main. On ne cueille que les 2 feuilles du haut et le bourgeon. Comme ça, regardez. 2 feuilles et un bourgeon. Ce sont eux qui donnent le meilleur thé. Cultivé en altitude, le thé de Darjeeling est l'un des meilleurs au monde. Protégé par une appellation d'origine contrôlée, venez plutôt par ici. Il fait la fierté de ce producteur. Ce thé a un goût unique, différent des autres. C'est pour ça qu'on le surnomme le champagne du thé. Loin de l'agitation des villes indiennes, Darjeeling a été investi au XIXe siècle par les colons britanniques qui avaient établi leur quartier d'été. Partout dans la ville, des bâtiments vestiges de cette époque coloniale. Cet hôtel aux allures de cottage était très prisé des Anglais qui voulaient échapper aux chaleurs des plaines indiennes. Bienvenue dans l'hôtel Windamere de Darjeeling. Je vous emmène. Quasi inchangé depuis sa fondation en 1841, l'hôtel Windamere a tout gardé de son charme victorien. Ici, service à l'anglaise de rigueur et en gants blancs, et des chambres comme figées dans le temps. Voici notre suite royale. Regardez les tapisseries, les rideaux, la couverture de lit. Tout ce que nous avons est dans ce que nous appelons le style chou rose. C'est fleuri et c'est typiquement britannique. Ville pittoresque agrippée aux pentes des montagnes, Darjeeling est aussi spirituelle. À quelques kilomètres à peine du Tibet, elle compte de nombreux temples et monastères bouddhistes, dont celui-ci, l'un des plus grands de la ville. Tous les matins, les moines qui y vivent consacrent 1h30 à la prière. Une succession de chants religieux sous le regard de Bouddha. Nima Dorji a 26 ans. Il a rejoint le monastère quand il en avait 14 et assure ne vouloir le quitter pour rien au monde. Darjeeling est un lieu saint. Ici, il y a de grands maîtres, dont certains viennent du Tibet. Ils nous transmettent l'enseignement de Bouddha. C'est pour ça que j'adore cet endroit. Pour arpenter la ville,
Les touristes peuvent emprunter ce train à vapeur, emblématique de Darjeeling. Il circule à flanc de maison et a inspiré le réalisateur Wes Anderson pour le célèbre film À bord du Darjeeling Limited. Sur 9 km, il traverse la ville. Ce touriste originaire de Bombay, à l'autre bout du pays, rêvait de l'emprunter. Ce train fait partie de notre patrimoine, quand les Britanniques gouvernaient l'Inde. Ce sont eux qui ont conçu ces chemins de fer. Donc c'est comme un voyage dans le temps. Comparé au transport d'aujourd'hui, où tout va trop vite, je trouve celui-ci vraiment agréable. Inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, le légendaire train de Darjeeling offre encore, 140 ans après sa création, l'un des meilleurs panoramas de la ville.